Mais là, justement, qu'est-ce qui tu es d'accord que là, quand tu es dans la pratique, tu as bien des pensées qui apparaissent À fond. et de fait, où ça se passe et qu'est-ce qui agit? Ouais. Donc mes impressions sont teintées de l'enseignement. Tu vois, depuis toutes ces années, Ouais, je n'exclus pas que ce que je ressens soit influencé par les lectures, ouais. ou- les lectures, par l'entente Mmh. croisée de l'enseignement. Enfin, pour moi, c'est pas des lectures puisque je suis avant tout un élève assis qui écoute un enseignement. J'ai très peu lu de livres. Mais le contenu de la parole de Mmh. l'enseignant, c'est pareil que dans le bouquin en pire, d'une certaine façon. Donc je préfère dire direct que je suis certainement influencé, oui, mais je vis quand même un truc incroyablement réaliste. Alors ce qui se passe pour moi, c'est qu'assis en silence, j'ai l'impression que ça pense, enfin, je suis pas bête, je sais bien que c'est moi qui pense, mais j'ai quand même l'impression que ça pense et que ça pense avec un A, euh, comme la pense, quoi. Et que donc c'est entre le nombril et l'estomac. Bah, entre le nombril et l'estomac, dans l'intestin peut-être. J'ai l'impression que ça pense là. Donc, pour être vraiment très phénoménologique, je suis là, je suis assis, je fais rien. Dans le sens où je suis pas en train de travailler, de faire la cuisine ou même de conduire une voiture, je fais rien. Donc il n'y a pas d'action qui recouvre la façon dont je pense ou alors ça pense. Donc le principe de l'assise en silence, de la méditation, c'est ça, s'asseoir, rien faire, et ces pensées qui sont cachées sous l'action deviennent visibles, parce que je fais rien. Le principe est là. Donc comment je vis la chose, moi, c'est que j'ai l'impression que, pas vraiment dans mon estomac, mais au niveau de l'estomac, et plutôt à l'extérieur de moi, il y a des pensées qui apparaissent. Ça, c'est le sentiment général que j'ai. Et cette sensation, je me souviens de mes débuts dans l'assise, et qui ressemble à plein de témoignages que je continue à avoir de personnes qui débutent, c'est qu'on a même l'impression d'un foisonnement, on a l'impression que ça pop dans tous les sens comme de l'eau à ébullition à la limite, quoi. Là, il y a un nombre de pop de pensée avec un A ou un E complètement confusant. Et d'ailleurs, c'est confusant de réaliser qu'on est capable d'une telle folie. C'est très classique. Toutes les personnes qui Mmh. débutent Mmh. se rendent compte de ça. Et très souvent, alors là, l'écueil, c'est de croire qu'on médite pas bien, parce qu'il y a toutes ces pensées. Alors qu'en fait, l'enseignement appelle ça plutôt la chance du débutant, en fait. Mmh. De pouvoir se rendre compte de ce de quoi je suis fait. C'est vraiment le sens de la pratique. Donc, si tu veux, là, j'essaye de te décrire entre mes intestins et l'extérieur de moi, enfin l'extérieur de mon corps physique, enfin de la matière de mon corps. Il y a quelque chose qui se passe là, et si tu veux, ça formerait presque une scène euh, sur laquelle se déroule un spectacle, une représentation théâtrale ou dansée euh, confuse. Et donc c'est comme ça que je vis les choses. Alors avec l'habitude, j'ai plus le sentiment de confusion puisque c'est toujours pareil. Les pensées sont pas toujours les mêmes, quoique. Un truc très intéressant, c'est de se rendre compte qu'on a des pensées récurrentes, des pensées de fond existentielles. Moi, je me suis rendu compte de la façon
dont mes conditions existentielles de vie, avec très peu d'argent, pour être libre comme ça dans le monde, comme quoi ça procure des pensées récurrentes de dingue, qui ont rien à voir avec de la liberté, quoi. Mmh. Alors, donc je me sens très libre parce que je fais ce que je veux quand je veux, mais j'ai tellement pas de fric et tellement de galères qu'en fait je suis pas libre. Bon, ça c'est typique de ce qu'amène la pratique de la méditation, c'est-à-dire à être au moins en relation avec ces pensées qui auraient tendance à être dans l'inconscient. Mmh. Donc voilà, il y a un endroit où ça pop, où les pensées apparaissent, et Et donc là, c'est indépendant de Manas? et ben, c'est ce que je voulais dire là, c'est que l'enseignement précise que le mental, manas, c'est un espace où apparaissent, alors pas que les pensées, les choses, le monde, les êtres, les événements. Là, je parlais de ce qui se passe dans l'assise, Mmh. vis-à-vis des pensées. Il y a un espace mental que je ressens, euh, plutôt à l'extérieur de moi, mais plutôt au niveau du ventre, ce qui est complètement paradoxal, parce que le ventre, c'est pas à l'extérieur de moi, c'est bien dans moi. Comme si c'était ressenti dans les tripes, mais qu'en fait, c'est mémoire. Tu vois, une pensée qui apparaît, c'est une mémoire. En étant phénoménologique. Mmh. Regarde, quand tu penses à un truc, c'est une mémoire. Même penser à sa liste de courses, c'est un travail avec les mémoires. Je sais qu'il n'y a plus de beurre dans le frigo, je garde une trace interne, il n'y a plus de beurre dans le frigo, et ça réapparaît dans ma méditation euh, encombrée, entre guillemets, par les faux queues des courses à faire, sous forme, la mémoire apparaît, elle pop, elle germe, comme une graine qui germe, et ça fait, ah punaise, faut acheter du beurre. C'est une mémoire. Et toutes nos pensées sont comme ça. C'est-à-dire, nous, nous, nous sommes constitués de mémoire. Et c'est ça qui fait Ahamkara, ce qu'on appelle l'ego Mmh. ou le moi dans la psychologie. Eh bien, l'expérience de la méditation euh, fait apparaître ces mémoires qui nous constituent, et le lieu où ça apparaît, c'est un espace qui est nommé mental, manas. C'est déjà très étrange. Donc, Donc Manas serait la scène dont tu parlais tout à l'heure. les enseignements shivaïtes parlent de scènes sur lesquelles le yogin danse. L'image est très connue, elle concerne cette statuette du yogin shivaïte qui danse dans un cercle de flammes, un tambourin dans une main, le feu sacrificiel qui est autour de lui, mais aussi dans sa main, etc. Il y a tout un tas de symboles à lire dans la statue, quoi. Une statue qui était emmenée au XVIIe siècle en procession dans les rues. Ces statues, il y en a une au musée Guimet à Paris. Bon, elle fait 1,20 m, 1,30 m de Mmh. circonférence. Et il y a des trous dans la base, dans le socle, il y a des trous pour Ouais, pour rentrer la porter. ouais, pour en faire un brancard et la porter en procession. Et donc ça fait pour des, pour des peuples illettrés, ça fait un- une lecture et un rappel de tout un enseignement. Et ce yogin, qui n'est évidemment pas le dieu Shiva, c'est un yogin, euh, il danse la danse cosmique, la danse de Shiva, sur une scène. Et cette scène, dans cet enseignement shivaïte, on précise que c'est le mental. Et pour ce qui est vu de moi. Mais on précise aussi dans l'enseignement que cette scène, c'est Shiva. La scène globale, cosmique,
la grande scène dans laquelle apparaît l'univers avec les étoiles et tout ça. Ce qui accueille le monde, c'est Shiva. L'espace, le mental, on parle de mental de Shiva. Pour l'espace, ben Shiva, c'est même pas l'espace, c'est encore au-delà de l'espace en lui-même. L'espace entier, avec toutes les étoiles et les galaxies dedans, c'est le mental de Shiva. C'est-à-dire que c'est le lieu où se déroule la danse cosmique. Donc pour moi, Joachim, assis en silence, entre guillemets, sans rien faire, eh bien, dans mon petit espace mental de mini Shiva, apparaissent les mémoires, les éléments de ma danse cosmique. Donc tu vois, et par analogie, c'est très enseignant, je trouve, parce que ce que je vis là, copier-coller dans ma vie quotidienne, lorsque j'agis justement. Là, assis en silence, je n'agis pas. Mais pourtant, ça continue à agir. Eh bien, lorsque j'agis dans la vie, je continue à ma représentation théâtrale de la tragicomédie de ma vie sur ma scène. Et tu vois, si on prend comme truc de notre échange d'aujourd'hui, enfin, c'est surtout moi qui parle, mais c'est cette idée de mental, en tout cas, dans le sens de dire, c'est quoi le mental? Là, c'est un truc de dingue, le mental, ce qu'on Mm. appelle mental dans l'enseignement de yoga. Ça concerne le mental de Shiva, l'espace entier qui accueille l'univers. Ça concerne un plus petit espace dans lequel je vis ma vie et un encore plus petit espace dans lequel, assis ne faisant rien, les mémoires qui me constituent pop à loisir, quitte à m'envahir. Alors tu vois, j'ai pas l'impression de penser dans ma tête. Mm. Je peux avoir l'impression de me prendre la tête, mais ça c'est autre chose. Je peux faire passer cette pensée avec un A, je peux la faire penser, je peux la faire passer à un niveau de tête, mais alors, ça sera d'une nature différente. Ce sera beaucoup plus pointu, plus, je serai plus possédé. Quand ça pense dans ma tête, il y a un côté où je suis pris dans mes pensées, et quand ça pense avec un A au niveau du ventre, dans cet espace autour, euh, ça pense. Là, c'est ce qui me fait dire ça pense au lieu de je Mm. pense. Donc là, voilà, tu vois, pour mêler le ressenti corporel à une espèce de phénoménologie de moi assis non agissant et moi agissant dans le monde, ça donne quelque chose comme ça pour définir le mental. Mais alors, c'est pas tout. C'est pas tout. Parce que via mes sens, tu veux, assis en silence ne faisant rien, mes sens sont relativement désactivés en fait. Ouais. J'ai appris, j'ai de la Mm. pratique. Donc j'ai appris à abandonner l'utilisation de mes sens. Et donc, par exemple, au niveau de la vue, il y a cette ouverture de la ceinture scapulaire, la poitrine est relativement élevée, hop, pour que, au niveau de la colonne vertébrale, le haut du dos soit dévoûté, tu vois, Mhm. correspond à cette ouverture. La tête se place, mais si j'abandonne mon regard, en fait, mon regard tombe dans un espace ouvert et flou, 1 mètre devant moi, sur le sol. Par abandon de l'œil et de la vue, j'abandonne la vue qui passe par l'organe œil. Donc si tu veux, assis en silence et ne faisant rien, il y a un désengagement de moi. Je prenais l'exemple de l'œil, mais c'est pareil avec l'ouïe. J'arrête de vouloir entendre des trucs,
mais ça entend. Mmh. J'entends, ça entend. Tu vois, je sais plus si c'est moi ou pas. Si je fais l'effort d'entendre, c'est moi. Si je fais l'effort de regarder, c'est moi. Mais s'il y a ce retrait des sens, bah, l'oreille entend toujours, l'œil voit toujours. Oui, le son te parvient, l'image te parvient, mais tu ne vas pas la chercher. Ouais, exactement. Et ça s'appelle aussi mental. C'est-à-dire, il y a un organe qui s'appelle Manas, lui aussi, et qui est donné dans les Samkhya Karika comme un organe, une indriya, de même que mes 5 sens, les yeux, enfin les organes des sens plutôt, sont des organes, les yeux, les oreilles, la peau, etc., la langue, ce sont des organes. Les organes d'action, les membres pour marcher, les organes pour excréter, pour se reproduire, etc. C'est le corps, quoi. Tu vois, les 5 organes de sens et les 5 organes d'action qui sont décrits dans les Samkhya Karika, c'est le corps finalement. Mmh. Et les 5 Mahabhutas, c'est les 5 éléments qui font le corps. Et les 5 Tanmatras, c'est les potentialités pour les sens dont moi va faire quelque chose pour être en tant que être et corps. C'est de ça dont parlent les 25 tattvas du Samkhya. Mais pour ce qui est de l'organe mental, donc des organes, il y en a 11. C'est une forme de naïveté très, très bien vue. Faut pas se moquer parce que 5 sens, 5 organes d'action et un premier ou un 11e organe qui est ce mental. Eh bien, ce mental, c'est ce que je te décrivais il y a quelques minutes. C'est moi qui investis la vue, l'œil et par là le monde. Un truc de dingue, puisque je veux entendre, je veux voir. Alors, moi va rentrer dans l'organe mental comme une main dans un gant, qui elle-même va rentrer dans l'œil pour aller saisir un objet du monde. Je veux voir, et peut-être même je veux l'objet, qui est typique de notre comportement. Je veux Mmh. l'objet, je veux, euh, je veux cette maison de mes rêves, hors de prix, hors de portée. Mais si je la veux vraiment, je vais, tu vois, ce phénomène de moi qui rentre dans l'organe mental, qui rentre dans l'œil, qui attrape l'objet, ma vie peut être totalement bouleversée par ce phénomène de moi voulant une maison. Si la chose s'acte alors que j'ai pas Mmh. d'argent, mais tout le monde fait ça. Je veux. Et alors, tu vois, le mental, quand on dit le mental, Oui, là, c'est plus Ahamkara, pour le coup, que Ahamkara, Manas, du coup. Ahamkara c'est moi, et moi est constitué des mémoires du monde, en fait. C'est pas seulement les mémoires de moi, puisque dans les mémoires de moi, il y a les mémoires de mon ascendance, des mémoires de 1000 trucs que j'ai entendus, des histoires de guerre, d'histoires, d'hommes préhistoriques. Et si tu veux, en vérité, il y a aussi dans l'ADN, une vérité de la généalogie qui s'exprime sous forme de mémoire dans l'ADN, qui s'exprime à travers moi et qui font que je suis un homme préhistorique, enfin un descendant. Je suis français, je parle français. La langue française s'exprime à travers moi sous forme de mémoire. Tu vois, c'est extérieur, c'est complètement dingue. La langue française, avec toutes ses croyances et ses présupposés, que je meurs, elle continue. Mmh. Elle était là avant que je naisse. Et lorsque je suis vivant, cette langue française, avec tout son patrimoine de mémoire, par le bide, ça, par les tripes, tu vois, ça rentre et ça me fait dire des trucs comme euh,
Oui, non, mais ça, c'est le mental. Tu vois, qui est un truc que dit le français, mais que dit pas le sanskrit. Le sanskrit ne dit pas que qu'il y a une entité interne en moi qui s'appellerait le mental et qui serait un vilain moi-même qui pense mal. Alors on dit en français, oui, non, mais ça c'est le mental. Oui, écoute, Ève, tu es trop dans le mental. Et là, j'ai lu ces jours derniers un, un- un gourou, tu sais, souvent sur les réseaux sociaux, tu as une photo d'un gourou, et en dessous, tu as un petit texte, une citation, quoi. Peut-être pas vrai, hein, mais Mmh. et il y avait marqué que pour la méditation, il fallait obtenir un mental immobile. Merde. Avec tout, tu vois, avec tout. Alors, ok, l'engagement de moi dans l'essence, oui, le retrait des sens, c'est-à-dire se retirer des sens, l'organe mental arrête d'être l'émissaire de moi dans le monde qui veut saisir les choses, qui veut voir, qui veut entendre, qui veut posséder, qui veut, tu vois, s'exprimer à travers les objets du monde. En, en- Oui, mais en fermant les volets, tu peux considérer qu'il veut saisir les pensées. Ah oui, mais alors on peut continuer comme ça. On peut continuer à être saisisseur en voulant saisir les pensées, ce qui va transformer l'assise en silence en enfer. En enfer en silence. C'est comme de vouloir rester immobile, assis, ou de tenir une posture. Tu sais, on dit tenir une Mmh. posture, c'est affreux. C'est impossible, c'est morbide en fait. Et il y a quelque chose de comme ça, de morbide. Alors, tu es l'ego, tu es le mental, une Mmh. dévalorisation de ce qui est moi. Donc en tout cas, pour résumer, tu vois, on en vient à parler de l'organe mental, très bien. Cet organe mental, c'est quand même un grand mystère parce que c'est un organe, comme l'estomac, mais sauf que là, il est subtil et il va pouvoir être investi par moi pour saisir ou, moi décidant de ne pas saisir, entendre. Grande capacité déjà. C'est-à-dire que si l'organe mental est Quand tu dis laissé... organe mental, tu dis Manas, là. Oui, oui, bien Oui. sûr. Si l'organe mental est laissé tranquille par moi, l'organe est toujours là, et il devient écoute. Et du coup, en lien avec Bouddhi? La bouddhi, c'est l'intelligence qui est en mon centre, une intelligence qui divine, quoi. L'intelligence avec un I majuscule, qui est au centre de moi. Au centre de cette intelligence, il y a Atman, encore plus divin, encore plus au centre. Et au centre de cet Atman, il y a plutôt à l'origine de cet Atman, il y a ce Chit, qui est juste une Chit, comme l'onomatopée le dit, une étincelle de vie. Et d'ailleurs, dans les Samkhya, on nomme moi le bonhomme, pas moi Ahamkara l'ego, mais moi le bonhomme, on le nomme Chitta, le porteur de Chit. Donc, le, le porteur de cette étincelle de vie, c'est moi, le bonhomme. Mais je voulais attirer ton attention sur cet énorme champ. Donc, on appelle mental un organe subtil, mais par cet organe subtil, investi ou désinvesti par moi, va se définir l'autre versant. Tu vois, il y a deux, c'est comme une médaille Mmh. à deux faces. Il y a un autre versant de Manas qui est cette scène sur laquelle je danse. C'est tout ça. Parce que c'est vrai que, admettons, je suis assis, je ne fais rien, je suis moi, Joachim, moi, Ahamkara,
et retirer des sens ahamkara qui n'est que mémoire du monde. Et retirer des sens, alors c'est cet ahamkara lui-même, ses composantes en tout cas, de mémoire qui apparaissent dans un champ mental. Tellement curieux. Et moi, le chitta, le bonhomme, est à l'écoute. Parce que cet organe mental est au repos. Et donc il n'apparaît plus comme une force agissante émanant de moi, il apparaît comme au repos, comme un accueil, une possibilité d'écoute. C'est dingue. Par l'œil et la peau aussi. Et puis l'ouïe, par les 5 sens. Je perçois la pièce dans laquelle je suis. Surtout si je suis assis en silence et ne faisant rien. Mais quand je me mets dans cette même configuration, dans cette même posture, au bord de l'océan ou face à un paysage ouvert, pareil, je perçois le lieu, quoi. Et puis toutes ces composantes, tu vois, il y a même une perception de la terre, perception de l'espace avec le ciel. Là, c'est la pièce. Mais il y a l'au-delà de la pièce par le son. Donc, si tu veux, dans s'asseoir en silence, il y a tout ça. Et c'est ça c'est cette investigation poussée très loin par des pratiquants dans les temps anciens qui ont fait 1000 ans après le yoga, le samkhya, 1000 ans plus tard dans les grands mouvements shivaïtes. Enfin, ça commence peut-être 3-4 siècles après, mais ça met du temps tout ça à se transmettre, à se perpétuer. Bah, dans le shivaïsme, qui est une alternative. C'est presque une force d'opposition, une force alternative au pouvoir brahmanique dominant, politique, religieux, religieux aussi. Dans le shivaïsme, ils mettent l'accent sur la phénoménologie de « ah oui, mais alors ?» par 1000 ans d'expérience. Et l'entente de cet enseignement modifie peut-être ma perception du monde et mon être et ma relation au monde, et donc va me transformer incroyablement. Là, tu peux me dire, ah oui, mais Joachim, ce que tu me racontes, c'est un fatras de croyances. Le corps, ça marche pas comme ça. L'essence, ça marche pas. Peut-être. Mais personnellement, je suis investi d'années d'être au monde ainsi. Et donc, ça tisse de la transformation et ça tisse de la relation au monde tout à fait particulière et très à l'écoute. Cet enseignement de yoga, peut-être que c'est foutaise, mais c'est un genre de foutaise qui va faire de toi quelqu'un d'écoutant. D'écoutant des mécanismes. De façon phénoménologique. Et c'est là qu'ils ont placé, les anciens, un très bon antidote au dogme. Si c'est pas... C'est très scientifique, tu vois, comme en science, dans la science véritable, si c'est pas validé par l'expérience et par des expériences répétées, et répétées par d'autres, échangées sur une place publique, si c'est pas validé, ce n'est pas. Il y a une démarche scientifique, euh, vraiment, hein, comme on l'entend dans l'éthique de la science, qui est très puissamment installée dans l'enseignement du yoga. Encore faut-il accueillir tout ça et s'y conformer euh, dans le sens de la forme. Et après,
Donc ça, il y a une conformation à l'enseignement peut-être, certainement même, mais ce n'est qu'une étape, comme en science, ce n'est qu'une étape préliminaire à une conformation à l'expression du monde. L'idée, c'est de se être avec le monde comme il est. Mais en tant que plante, rocher, planète, tu vois, en tant que force vive du monde, force divine en fait du monde. Ce qui est perçu, il y a le niveau nature du monde, ce qu'on appelle la nature, et sous la nature, ce que le grec appelle cosmos et que le sanskrit appelle dharma, il y a vraiment ce truc divin qui anime le monde. Donc la question, c'est de devenir sensible à ça, scientifiquement. Donc tu vois, on parle de l'assise, on parle de l'organe mental, mais pour arriver là. Donc il y a l'organe mental et il y a le mental qui est dans l'absolu, le mental de Shiva, l'espace entier.